pierdzielę. I też tak, żeby była? Hier soir, j'ai fait un exercice sur Amazon. J'ai mis recherche livre en français et j'ai introduit autoroute. Bon, après, il faut que tu enlèves autoroute de l'information parce que ça revient flopé de machin, c'est une expression banale et tous ces types qui font de la technique, hop là, un petit manuel, un petit bouquin, on y va. Par contre, c'était dingue comme le mot autoroute est devenu une espèce de, pas de scie, parce que c'est justement, c'était pas du tout banal. Mais je sais pas, il devait y en avoir 50 ou 60, je suis pas allé au bout, il y avait au moins 10 ou 11 pages de recherche. En fait, j'ai recherché un que j'avais d'abord cherché physiquement. J'étais allé dans le garage, la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur les étagères du garage. Et c'est un livre qui s'appelle Autoroute, qui date de 1971, qui a été publié en poche plus tard, parce que moi, mon édition, elle est en poche, et je l'ai trouvé chez un bouquiniste, parce que je savais qu'il existait, et je l'avais cherché quand même vachement longtemps. Bon, toi, avec ta pelleteuse, attends, est-ce que tu t'aperçois que tu es en plein... Oh là là. Ouais, et donc ce bouquin, je l'ai trouvé chez un bouquiniste, j'étais vachement content, parce que je savais qu'en 1971, un zigoto avait fait un roman policier, où tout se passait avec deux bagnoles, des gens qui se croisaient, se poursuivaient, etc., entre Paris et Marseille. Avec ce premier mobilier autoroutier, par exemple, ces passerelles passerelles vitrées au-dessus de l'autoroute qu'on aimait beaucoup autrefois. Et ce bouquin, bon, en tant que tel, je me rappelle même plus trop l'histoire. Enfin bon, j'avais quand même bien réussi à le lire en entier parce que le lieu était acteur premier de l'histoire. Pour avoir été foutu de le retrouver, mais bon, il y a des empilements un peu partout. Et c'est ce bouquin-là que je voulais retrouver là. J'ai même failli me faire une suite de copier-coller parce que la suite des titres sur tous ces trucs de tous les syntagmes qui étaient rajoutés à autoroute, ça faisait tout d'un coup une espèce de portrait projectif de l'imaginaire de l'autoroute. Et il y en avait une trentaine. Alors évidemment beaucoup de polars, évidemment vous prenez autoroute de l'angoisse, je ne sais pas si ça existe ça, mais oui, c'est ça je dis syntagme. Mais quand vous multipliez ça par 30, ça redonne un texte qui n'a plus rien à voir avec l'autoroute, c'est l'ensemble des titres incluant le mot autoroute, donc probablement faisant référence à scène autoroutière, réalité autoroutière, mais composant un ensemble de récits associés à ce truc-là. Et le texte en lui-même, donc, il n'est plus du tout la réalité ou la description ou le statut narratif de ce qu'on peut trouver sur l'autoroute. Bon, j'étais fatigué, puis je me suis dit que je ne voulais pas prévoir ce qui se passerait aujourd'hui. Donc je ne voulais pas partir avec des choses que je sache que je les ferais. Ça fatigue ma grammaire, hein. C'est normal. Après, il y a un livre que moi j'ai lu sur l'autoroute. Alors évidemment, pour moi, le plus emblématique, c'est celui de Julio Cortázar, avec Carole Dunlop, sa compagne. Et vous savez que c'est écrit en 82 ou 84. Je crois qu'ils font le voyage en 82. Et c'est le moment où, justement, sur cette liaison Paris-Marseille, on peut faire le trajet sans jamais quitter l'autoroute. Et le principe est simple, une aire, il s'arrête à toutes les aires, une aire pour manger, une aire pour dormir, une aire pour manger, une aire pour dormir. Et à partir de là, s'organise le récit, c'est-à-dire que chaque fois ils ont un petit Volkswagen, ils ont une table de camping, à chaque fois ils sortent la table de camping, ils installent leur machine à écrire sur la table de camping, en même temps il y a beaucoup de dessins, de choses manuscrites, et ils écrivent. Et dans ce qu'ils écrivent, évidemment, la réalité de ce qui se passe dans leur temps, dans l'instant précis, sur l'aire où ils sont, prend une place énorme, en même temps que, évidemment, transformation intérieure, transformation géographique, c'est-à-dire être comme ça sur
une ligne fermée par 2 grillages, une ligne infiniment, enfin pas infiniment longue, mais une ligne qui fait 830 km de long pour 25 mètres de large, et de laquelle il n'est pas possible d'échapper. Par exemple, au bout du parcours vers Lyon, ils ont des amis qui viennent les fournir en légumes frais, parce qu'ils n'en peuvent plus à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, on a des épiceries assez marrantes dans ces aires d'autoroute, mais à l'époque, tout ce qu'il y a, c'est évidemment des sandwichs et machin comme ça. Ils ont peur d'attraper le scorbut, en fait. Donc à un moment, ils craquent, mais sans quitter la station. Il y a des trucs marrants, par exemple, le personnel qui s'occupe de ces aires, en fait, il s'occupe d'une zone où chaque journée ils vont passer, vider les poubelles, nettoyer, surveiller aussi 5 ou 6 aires d'autoroute, et donc s'ils occupent 6 aires, ils vont voir le couple Cortázar-Carole Dunlop pendant 3 jours, ce qui est pas légal d'ailleurs à l'époque. Enfin bon, après c'est tout ça, mais c'est un bouquin qui est passionnant. Alors pendant longtemps, ça s'appelle Les Autonautes de la Cosmoroute. Évidemment c'est un livre de légende. Pendant très longtemps il est resté inaccessible, c'était chez Gallimard, et il y a seulement peut-être 4-5 ans qu'ils l'ont enfin comme ça réédité. Moi j'ai gardé plus que précieusement ma première édition. Mais il y a d'autres choses comme ça à distance. Il y a un livre de Simenon qui s'appelle Feu Rouge. Vous savez, Simenon à l'époque, il écrivait ses maigrets évidemment dans un Paris qui ne change jamais dans sa propre tête, mais pour les écrire, il vivait loin. Et en particulier à cette époque-là, sur la côte Est, mais est-ce que c'est dans le Massachusetts, dans le Connecticut, enfin, en tout cas pas très loin de New York, je crois le Connecticut. Mais, donc Simenon découvre ces autoroutes américaines et cette possibilité comme ça de rouler sans jamais rejoindre comme ça les villes. On peut habiter l'autoroute. Et ce livre Feu Rouge, là il ne le projette pas sur la vieille Europe. Il ne peut exister que dans la nouvelle Amérique. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Enfin bon, il y en avait 40-50. Il y en a un même, François Bon, Autoroute. Et c'était publié Seuil Jeunesse, et ça m'énerve parce que je voudrais tellement récupérer les droits. J'ai les droits numériques, donc la version numérique elle est sur mon site. Mais c'est un truc, je ne sais même pas si j'ai touché les droits d'auteur une fois là-dessus. Le décompte a été fait une fois. En tout cas, quand on le commande à la FNAC, il en reste un en stock, etc. etc. Donc il n'est pas question de récupérer les droits. Alors je voudrais, comme mes autres bouquins que je reprends là en print on demand, en faire une édition comme ça, 20 ans après, avec commentaires et tout ça. En même temps, le livre est autosuffisant. Ce qui est bizarre, par exemple, on est encore dans la période des francs. Tous les chiffres sont en francs. Même les péages, tous ces trucs-là. Dans les péages, à l'époque, on avait des gardiens de péages, des gens qui encaissaient. C'était très bizarre parce que c'était des petits métiers comme ça dans une guérite du matin au soir, ou dans le creux de la nuit, où tout d'un coup on aperçoit cette intimité de la voiture, comme ça, tout ce qui est déballé. Je vois ce qui est déballé sur le siège. Et à l'époque, donc, c'était Thierry Garel qui occupait cette responsabilité des documentaires à Arte. Et avec Fabrice Cazeneuve, c'est ce qu'on lui avait proposé. J'aurais dit, nous on prend un camping-car, c'est-à-dire on est quasiment 20 ans ou 15 ans après Julio Cortázar. On prend un camping-car et il s'appelait Flatstaff, je crois, peut-être son camion, son petit Volkswagen, avec un caméraman. Donc on aurait été 3. Pardon. On aurait été 3, la même équipe qui avait fait Paysage Fer. On s'embarque sur l'autoroute, et justement celle-ci, là, pour moi, il fallait que ça se passe entre Paris et Nancy, qu'on soit comme ça sur toute la France Est, parce que ça va dans tous les sens. Vous montez vers Dijon, vous repartez vers Charleville, vous descendez sur Sens et Auxerre, celle que j'ai fait aujourd'hui. Et le truc, c'est qu'en plus, on peut dormir aussi sur les aires, et quelquefois
et que on se donnait l'idée que pendant 3 semaines, on ne quittait pas l'autoroute. Et la réponse de Garel m'avait, qui est un type pour lequel j'ai une grande estime et qui a eu le culot de me laisser faire 3 films documentaires sur Arte, donc il n'y a vraiment aucune attaque personnelle, et l'estime et le respect sont au plus haut. Mais là, sur ce coup, il avait calé. Il me dit, qu'est-ce qui me garantit que pendant ces 3 semaines sur l'autoroute, vous allez croiser du non-ordinaire, croiser ce qui mérite qu'on le filme. Moi, tout ce que je défendais, c'était de dire, eh ben, on part, on y va. Et puis, je ne peux pas le prévoir, ce qu'on va trouver, puisque justement, c'est l'arbitraire qui le... Allez, ouais, tu me préviens qu'il y a un radar. C'est super gentil, GPS, mais de toute façon, je suis en dessous de la limite. Et de toute façon, si c'est pas prévisible, comment je peux savoir, comment je peux le raconter? Garel ne nous avait pas laissé faire. C'est Cazeneuve en sortant qui me dit, c'est toujours Fabrice, son truc, il fallait toujours que je fasse les dossiers, mais ça c'est une maladie générale dans leur boulot. Et dans cette, il dit, on va refaire une version encore du dossier. On a même après, on est parti faire un scénar de fiction. Mais là, moi j'ai freiné des 4 pieds, ça me collait plus cette affaire. Mais ce qu'il me dit, c'est qu'il me dit, rédige ce qu'on pourrait voir si on le faisait. Bon, j'ai pas relevé, j'ai pris ça comme un just kidding, a private joke, parce que c'était pas sérieux quoi. Puis après ça m'a tarabusté comme ça. Je me suis dit allez hop, le voyage, je le fais. Des souvenirs, on en a chacun, des histoires. Alors, je me suis mis, j'avais acheté par exemple, j'ai toujours le cahier. Et si par hasard vous êtes abonné au site, dans la partie abonné du site, il y a quelques années, j'avais fait un grand scan de ce cahier avec toutes les photos, les machins. Je m'étais mis à acheter dans les maisons de la presse les magazines pour routiers. Attention, là, les flics. Bon, ils s'en foutent qu'on s'enregistre pendant le truc. De toute façon, ils regardent pas ce qui se passe dans les camions. Et sur les magazines de routiers, ça m'a servi déjà de source énorme. C'est-à-dire, il y a tous les courriers, ceux qui écrivent, qui racontent leurs trucs, les reportages, tout ça. Donc il y avait, là, pour moi, on était dans les temps encore pré-internet, quoi. J'aurais jamais pu. Enfin, aujourd'hui, je saurais le faire ça, sur internet. Et depuis, il y a eu plusieurs films aussi qui se passent, soit documentaires. Il y a un docu qui a fait ça, produit par mes potes de Page-Image Montpellier, se mettre sur une aire d'autoroute vers Millau, dans les Cévennes, et puis on reste, et puis on voit ce qui se passe pendant 3 semaines sur l'aire d'autoroute. Et bon, tant pis, moi j'ai pas eu le droit. Par contre, il y a eu ce bouquin, c'est-à-dire à partir de ces petites choses collectées, par exemple, dans ces magazines, je découpais les photos de paysages autoroutiers, et à partir des paysages, je partais en écriture. Et puis, alors là, pour moi, c'était une jouissance, ce truc. C'est-à-dire que tu refabriques du réel, et tu fabriques du réel qui, à tout moment, doit être compatible avec les lois ordinaires de l'expérience. Donc, il y avait les péages. Donc, il y avait qu'est-ce qu'on achetait dans les airs, qu'est-ce qu'on mangeait, etc. Il y avait les conversations, les événements, il y avait des interviews, ceux qui s'occupaient des trucs d'hydraulique, des gardiens de péage, ceux qui nettoyaient les airs, etc. Et j'en étais fichument content de mon petit bouquin. Il est sorti en plus en seuil jeunesse, donc c'était un bouquin pour ados. Et c'est l'imaginaire à cet âge-là, c'est-à-dire partir sur les routes, puis même si c'est justement juste à 3 km ou 15 km de chez soi, toujours une autoroute qui passe pas loin, mais le Grand Maune, où est-ce qu'on se perd? Il se perd en allant avec sa carriole chercher les grands-parents de Longwy, Pont-à-Mousson. Waouh, ça c'est des noms que j'aime bien, c'est les noms de mes pays. Le Augustin Maune, il se perd en carriole entre Épineuil, le lieu où est assignée la source de la fiction, et puis la gare de Vierzon à 15 bornes, parce qu'il s'endort, et puis que les chevaux l'emmènent n'importe où. Et ça, pour moi, c'était vraiment le guide de ce truc. Et
le mieux, c'est que c'est le gars qui a fait le compte-rendu de ce journal dans le Monde à l'époque. Il s'appelait Philippe-Jean Katinki. Et c'est un type aussi pour qui j'avais de l'estime, qui suivait mon boulot. Mais il n'a pas pigé, simplement que non, je voulais m'amuser. Donc pour lui, il a fait tout un article en disant voilà ce qu'a fait François Bon, voilà ce qu'il a fait avec ses copains, et voilà ce qu'il a ramené. Et le bouquin s'est retrouvé présenté comme étant le compte-rendu d'une équipée. Moi, je double un petit train sur un camion. C'est marrant, c'est dommage que l'appareil soit dans un mauvais sens. Je vais ralentir et je vais laisser le camion me redoubler. Sauf que les gars, ils aiment pas trop ça, bon, c'est pas grave. Vous n'aurez pas vu le petit train en bois monter sur le dos du camion. Voilà, c'est comme ça que mon bouquin Autoroute a été un beau rêve, et un rêve qui est mort vivant, parce qu'on l'a présenté non pas comme imaginaire, mais comme réalité, tout simplement parce que les types qui le présentaient comme réalité, eux, n'avaient pas l'expérience imaginaire de l'autoroute. C'est un peu prétentieux de dire ça. Mais comme j'aimerais bien le reprendre aujourd'hui, ce bouquin. La terre est noire par ici. C'est la terre qui sont les anciennes forêts. L'horizon tout rond. Le signalétique de la patience. Ça commence à indiquer Metz, puisque je traverse la France d'ouest en est. Je passerai Metz, et de Metz j'irai à Forbach. Retour à Forbach. On s'était installé à Berlin en 1988. À l'aller, évidemment, on avait quand même pas mal de caisses de bouquins et tout ça. Et puis, donc c'était pour un an la bourse du DAAD. Il y a un copain de copain, un gars qui s'appelait Japy, qui était intermittent du spectacle. Un copain s'appelait Amédée Bricolo, qui était clown. Et Japy, à cette époque-là, était son assistant pour le travail et tout ça. Et il avait Daily Iveco, là je conduis un Iveco Daily, aussi évidemment plus moderne, je crois que ça s'appelait déjà Iveco Daily, et on avait fait le voyage ensemble, ça avait été, est-ce qu'on se relayait au volant, ou est-ce qu'il avait conduit tout seul, ça j'ai plus souvenir, évidemment on allait bien plus loin, parce qu'on avait fait Francfort, et de Francfort après je découvrais cette autoroute entre grillages qui traversait la partie est de l'Allemagne pour arriver à Berlin. Et je me souviens qu'une fois arrivé à Berlin, on avait campé ce soir-là dans l'appartement qui était mis à notre disposition. Et on avait repris le camion, on était allé jusqu'au mur. Évidemment, on était complètement crevé des plus de 1100 km de voyage. Et puis, cette sensation comme ça de ville inconnue, cette couleur gris-jaune qu'a Berlin. Évidemment, aucune notion de la géographie, sinon que Berlin à l'époque était une île entourée de ce mur. Le mur, c'était pas une séparation linéaire, c'était un cercle, un périmètre, mais avec ce qu'on n'arrêterait pas d'explorer pendant un an, des zones complètement diffuses, presque campagnardes, et puis cette zone ultra dense près de la Spree. Brugge, des choses comme ça. Et on était arrivé près de Anhalt, la grande gare qui à l'époque était désaffectée. Et près de cette gare, il y avait une fête foraine. C'était très étrange parce que la fête foraine était elle-même dans une haute palissade. C'est-à-dire qu'on découvrait le mur circulaire qui était Berlin. Et notre prise de contact avec le mur, c'est ce point de la circularité qui nous faisait face, parce que Berlin était tellement grande que le mur, chaque fois que vous le voyez, il est une longueur et non pas un segment et non pas un fragment de cercle, un arc de cercle. Et c'était redoublé par cette enceinte de la fête foraine.
qui elle avait les couleurs de toutes les fêtes foraines, ces couleurs criardes de rouge, bleu, vert, sous ce ciel un peu gris-jaune. Autour c'est terrain vague de Anhalter, et puis de l'autre côté le béton gris du mur, on ne savait pas du tout où on était, et pour moi tout d'un coup le voyage en autoroute tout d'un coup les 1100 km en camion, le Daily Iveco avec Japy et puis tous nos bouquins à l'arrière. Après Japy il est reparti tout seul, moi j'ai attendu l'arrivée de ma famille en avion. Tout d'un coup le voyage en camion sur l'autoroute toute droite et qui est indifférent si vous êtes là comme ça ici en train de traverser la Beauce, si vous êtes en train de passer la frontière entre Forbach et Saarbrück, ou ensuite cette longue remontée depuis en passant par Francfort jusqu'à Berlin, tout d'un coup ça avait un bout et le bout devenait comme ça une espèce de jeu de gigogne de couleurs et tout ça, mais bon, au bout il y avait le mur. Maintenant, je pense que c'est peut-être un petit peu différent quand on pense comme ça la notion d'autoroute. Est-ce on sait que l'autoroute, à n'importe quel point que nous on s'arrête, parce que là est le terme de notre voyage ou la bifurcation. Maintenant, il y a toujours, sont toutes reliées les unes aux autres quelque part. Quand on est aux US, ça s'appelle dead hand, fin morte. Évidemment, les Américains s'en foutent, pour eux c'est banal. Pour moi, ça n'a jamais été banal ce dead hand. Ça me fait ça aussi plus mystérieux au Québec. Vous avez ces grandes autoroutes, mais qui sont des autoroutes toujours chèrement conquises sur la grande sauvagerie qui l'entoure, entre Québec et le lac Saint-Jean par exemple. Et vous savez qu'au-delà de Saint-Jean, ça va continuer. Il y a la ville d'Alma, mais il y a comment ça s'appelle, Dolbo, Mistassini, quelque chose comme ça, non, ça existe. Et puis en tout cas Péribonka. Et puis après les routes continuent vers le Grand Nord, mais c'est des pistes. Et puis de toute façon on sait que c'est dans la forêt, mais on sait que si on continue quand même jusqu'au bout comme ça dans la forêt, on arrivera à la baie James ou on peut rejoindre, pourquoi pas, Moncton ou ce qu'on veut. Et il y a cette 132 donc, qui passe à Tadoussac, qui rejoint cette île. On n'est pas allé jusqu'au bout. C'est les territoires Innu. Salut Nao Fontaine, si par hasard tu es là. Et puis au-delà, ça continue toujours. Je connais des gens comme Jean Désy qui sont allés jusqu'à ce bout. Mais j'ai l'impression que c'est au Québec que ces immenses longueurs qu'on prend, au-delà, il y aura toujours un mouvement, et que ce mouvement vers ce qu'on ne peut pas atteindre, la distance temporelle s'accroît exponentiellement à chaque fois. C'est-à-dire que sur la carte, vous voyez bien qu'il y a forcément un endroit où ça bute, même si c'est l'Arctique, mais que si vous y alliez pour de vrai, et puis vous y êtes sur ces routes, sur les 132, etc., cette extrémité se décalera à mesure que vous avancerez. Il y a quelque chose dans la route québécoise qui est totalement étranger à notre logique géographique du vieux continent. Là, il y a des beaux pylônes. On va essayer de regarder les pylônes. Je suis très à l'aveugle pour régler le cadre. Même si mon petit pied prend une photo poignée régler, je suis très à l'aveugle aussi pour cette jonction du ciel et de la ligne d'horizon qui est tellement importante. Ce qui est bien de temps en temps, c'est d'avoir une vue surélevée du monde. Tu n'es pas dans ton endroit habituel, mais tu es plus haut que l'endroit habituel. Ça te donne un écart. Et on est dans un espace clos. J'ai toujours pensé aussi que ceux qui rêvaient aux stations orbitales, ça devait compter. L'écart est
plus grand, bien sûr, mais en même temps, ce qu'on voit dehors, c'est parfaitement normalisé. Des bandes blanches au sol, des lignes droites qui s'en vont tout droit, des pylônes qui indiquent grossièrement qu'on alimente en électricité les villes, des camions qui font leur travail de camion, et puis les parcelles agricoles qui sont des parcelles agricoles. C'est ça le problème, quand on cause, on a vite fait de dissoudre ce qu'on avait l'intention d'abord de dire. Pour moi, être en voiture, ça remonte à des souvenirs d'enfance, et c'était la famille en 2 chevaux, c'est ça. On mettait longtemps, on passait des heures là-dedans. Et il y avait toujours cette dérive qui s'installe. Je pense que cette dérive est toujours facilitée précisément par ce qu'il y a de mobile dans le champ de vision. Quelque chose de mobile en permanence, qui par définition, il n'est pas possible d'arrêter. Cette mobilité, c'est aussi la mobilité des pensées et le fait qu'elles ne s'accrochent pas et puissent s'installer dans la durée. Elles ne peuvent pas se traduire dans une action, puisque qu'est-ce qu'on ferait comme action? Sinon, comme ici, maintenir le volant, une vitesse à peu près régulière, et comme je fais 2 choses en même temps, ce qui n'est pas trop autorisé, garder l'œil sur le camion à 300 mètres devant, à vitesse un petit peu ralentie pour le 12 mètres cubes, la camionnette 12 mètres cubes de Loc qui me transporte. Ensuite, je crois qu'il y a eu l'autonomie du permis de conduire, justement, le fait de n'être plus à l'arrière d'un habitacle, mais de commander soi-même à cette dérive. Par exemple, le droit de s'arrêter où on veut. Par exemple, le droit de dormir sur un parking. Si je cherche à l'intérieur de moi, il y a toujours un énorme respect pour ces moments où la pensée a le droit, en conduisant, de composer, échafauder, architecturer, laisser revenir un petit motif et faire que ce motif soit un motif récurrent, qu'on puisse même suivre jusqu'à une sorte d'obsession, tu vois. Mettre ça un tout petit peu plus comme ça. Ça change pas grand chose, je suis à contre-jour, mais bon, on fera du montage. Et ces petits motifs, c'est ceux qui s'imposent. Par exemple, il m'arrivait fréquemment, autrefois, de m'arrêter sur des parkings, prendre un cahier ou l'ordinateur portable, dès qu'il y a eu ordinateur portable, c'est en 1993, ça fait quand même bientôt un quart de siècle, les potes, le premier PowerBook 145. Et puis là, d'aller bloquer une page et demie, et puis ensuite les servettes germent. Il se trouve qu'avec l'usage, j'ai moins cette stratégie de germe. Il m'arrive encore dans l'ordi d'ouvrir des dossiers. Il y a toujours des dossiers qui s'appellent réserve, et puis à l'intérieur tu vois des machins essais, des trucs test, et de trouver comme ça des bouts de pages. Il y en a aussi dans les cahiers que j'utilisais autrefois comme ça. Mais bon, j'y vais pas souvent dans les cahiers. Et souvent en fait ça restait en impasse. Je crois que ce qui m'intéresse plus dans cette maturation comme ça, c'est quelque chose qui tient à la composition mentale. On macère, on fixe de l'intuition, on laisse l'intuition comme ça prendre des lignes d'architecture. Si j'ai pas d'autres, pour moi c'est la meilleure métaphore. Ou la composition musicale, le quatuor. Autrefois j'écoutais beaucoup de quatuor. Non, j'écoute toujours beaucoup de musique acoustique, un peu de tous les pays. Il faut qu'il y ait des cordes, tout ça, mais je n'arrive pas tous les jours de réécouter un quatuor de Chelsea, toutes ces choses qui sont pour moi que je mets si haut. Attention, je clignote, je double. C'est ça qui est bien, à plus de 60 balais, tu as quand même bien les réflexes. Il y a plusieurs soi à l'intérieur de soi, et le soi qui conduit est capable
tranquillement de t'emmener en te foutant la paix pendant que tu fais autre chose. Je clignote, je me rabats. Et si je parle comme ça pendant 8 heures, ça serait bien, remarque. Ils avaient le culot, ce culot-là, comme ça, les Andy Warhol et tout ça, de proposer, vous savez, ce film de Warhol qui s'appelle Sleep. Je filme quelqu'un qui dort pendant 8 heures. Il se passe quoi, quelqu'un qui dort pendant 8 heures? Il se passe rien. N'empêche que Warhol avait ce culot de le faire. On se rapproche en gros plan. On recadre un petit peu. Il y a peut-être moins de contre-jour, je sais pas. En tout cas, l'autofocus me suit bien le pif, donc ça va. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi Straub, Huillet, tout tous ceux qui dans le cinéma ont bougé les lignes. Il y en a beaucoup aussi dans le domaine du journal filmé, comme ça. Et cette temporalité, regardez, Jonas Mekas, comme ça. Et c'est pour ça que je suis si mal à l'aise avec tout ce monde comme ça, pas de la com, mais à chaque fois qu'on essaye de déposer un projet, d'avoir 3 sous, ouais, c'est trop littéraire, 13 minutes, 26 minutes, 52 minutes, et pour moi, la vidéo, c'est retrouver cette indépendance comme ça. Alors évidemment, vous n'êtes pas beaucoup à regarder, mais justement, on est nettement plus fort ensemble, le fait qu'on soit peu nombreux, c'est pas ça. Et puis en plus, il y a plein de potes. Et attention, je suis doublé par une moto rapide. Là, faut pas que je dise trop de conneries en même temps. Moi, je double un vieux camion vert, la Nauti, qui vient d'où? Il est du 58, la Nauti. Bon, je reste sur la voie du milieu. Ouais, donc ce serait ça le principe. Se dire, après tout, j'ai 800 bornes à faire pour une équipée utilitaire, mais je peux pas dire que ça me fasse pas plaisir en même temps. C'est une raison familiale, mais que j'ai plaisir à honorer. C'est pas même pas un devoir. C'est se rendre à Darmstadt en Allemagne avec une camionnette vide pour revenir avec une camionnette pleine. Voilà, l'énoncé formel est simple. Donc aujourd'hui, 800 km uniquement sur autoroute, soit environ 10 heures de voyage en comptant 4 pauses. Pourquoi je dis 4 peurs? J'aurais bien plus de peur que 4. En comptant 4 pauses de 30 minutes qui seront essentiellement consacrées à boire un café de la main gauche et à veiller au mail et au Facebook et tout ça de la main droite, une espèce de respiration que j'ai plaisir, mais en même temps, donc sur au moins 8 heures à 100 de moyenne sur autoroute, cette espèce de divagation de pensée. Est-ce que ça peut être aussi une divagation de parole? J'ai un petit peu envie de l'essayer. What's up, détermination, nous irons. What's up, guys? Après, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire si vous êtes par exemple, on se rend en Chine, au Japon, à San Francisco ou ailleurs en avion, et on se dit qu'est-ce que ça va être bien, les 8 heures, 9 heures d'avion,
qu'est-ce qu'on va en faire des trucs, et puis on est serré comme des sardines, on a le voisin à gauche, le voisin à droite, les envies de pisser, le mal au derrière et tout ça. Pas de place pour mettre l'ordi, on gère la batterie comme on peut, et puis bah, finalement dans l'avion on n'aura pas fait grand chose, on aura moitié roupillé. Moi je regarde pas les films et les machins, donc je fais de la traduction, j'ai souvenirs. Puis finalement, ben, il y a une espèce de, j'allais dire de pensée ramolo, mais qu'est-ce que c'est bien la pensée ramolo? Là, voilà, voie unique, travaux. Bon, ça va, ça suit quand même bien. Donc en conduisant, il y a l'épreuve de la pensée ramolo, c'est-à-dire on a 3 heures à faire ou 6 heures à faire. Aujourd'hui j'ai 8 heures à faire. Et on se dit, oula, il va s'en passer des choses pour penser au bouquin qu'on doit faire. Le fait d'être dans l'impossibilité d'écrire, toute cette construction mentale qu'on va faire, qu'est-ce qu'elle va être riche, qu'est-ce qu'elle va nous donner, nous apporter, puis finalement, bah non, on aura pensé à des tas de conneries, et puis on aura, c'est important, moi j'ai aussi, c'est comment on doit accepter aussi cette espèce de mise en disponibilité de la pensée, pas de relâchement, d'étalement qui n'est plus contrôlé. Alors évidemment, des fois la moisson est maigre, surtout à 60 balais. Quand on a 30 ans, 40 ans, ça gicle, c'est de la ferraille, c'est des blocs durs et on se bagarre après avec les blocs. Là, pour moi, c'est plus diffus. Là, par exemple, je sais que dans les mois à venir, un mercredi matin sur 2 à Cergy, j'ai décidé de faire un cours qui commencera chaque fois par la mort d'un écrivain. Il y aura la mort de Baudelaire, la mort de Lautréamont, la mort de Nerval, la mort de Marcel Proust, la mort de Franz Kafka. Peut-être que le premier cours que je donnerai, ce sera la mort de H.P. Lovecraft, puisque dedans, je suis tellement dedans. Tout d'un coup, de penser, là, ça fait 3-4 jours, bon, la pensée molle, elle est installée dans ce champ diffus. Le champ diffus de qu'est-ce que je reconstituerai à partir de la mort de ces auteurs. Bon, c'est intéressant, ce que je dis peut-être pas trop. Sur quoi j'essayais aujourd'hui je me disais, tu vas avoir 10 heures de voyage, tu vas avoir 8 heures au moins de conduite sur autoroute entre 2 rails comme ça, linéaires, dans ta camionnette 12 mètres cubes, donc ton petit habitacle clos en position surélevée. Et qu'est-ce que ça facilite l'écart? Qu'est-ce que tu peux te promettre comme plaisir de gamberge? Et finalement, j'ai procédé par élimination. J'ai pris un livre, j'ai pris Walter Benjamin, Sens unique. Ça fait quelques semaines que je l'ai, et je l'ouvre un peu au hasard. Puis en plus, partir vers l'Allemagne comme ça, en sens tout droit par autoroute avec Sens unique de Benjamin, c'est bien signifiant. Puis je crois que par exemple, c'est peut-être ça que je ferais. J'aime pas lire longtemps, j'aime plutôt lire, si je m'arrête sur une heure, peut-être que je vais lire 3 passages de 10 lignes, mais que ça me suffira. Par contre, je vais les lire densément, intensément. Et des choses comme ça qui vous arrivent avec l'âge. Avant-hier, je discutais avec un de mes étudiants qui en est au stade comme ça, du premier livre et encore autre chose. C'est-à-dire dans l'élan comme ça du premier livre, passer tout de suite au deuxième, et qui était en train de découvrir la masse de lecture qui a pour nom Dostoïevski. Et il vous vient un petit sourire intérieur, ça y est mon pote, toi t'es tombé dedans, toi t'es attrapé, mais toi t'es au bon endroit. J'ai toujours ce rapport-là, j'arrive toujours à découvrir des auteurs. J'ai toujours ma lecture de Saint-Simon qui est jamais loin, il y a toujours des gens que je relis, j'ai toujours tel plaisir à revenir à Proust en permanence. Mais cette lecture dense comme ça, cette lecture qui est faite aussi pour être parlée, c'est-à-dire ces rendez-vous où se dire je vais travailler un cours, je suis pas académique comme disent ces messieurs dames. C'est de la digression, c'est de l'improvisation, mais
en avant, il faut intérieurement avoir ses bases. Si je dis aujourd'hui, je vais parler pendant 1h20 de la notion de paysage, comment je l'historicise, sur quoi je vais m'appuyer pour la faire travailler chez différents auteurs successifs, et comment ça se sépare par exemple dans la tradition anglo-saxonne de la tradition française, et puis à quel moment par exemple je vais arriver à Julien Gracq. Donc c'est de la lecture qui en même temps s'établit pour le renvoi vers le dehors, et non pas comme contrainte qui soit liée à n'importe quel moment à un enseignement ou à la contingence, mais quelque chose qui s'enracine en soi-même dans un lieu. Alors là, attendez, il y a 2 camions qui en ont doublé, celui qui s'appelle Made to Fit Your Interior, et leur site s'appelle 20cm.com. C'est très beau comme intitulé de site. Bon. C'est lui qui est passé le premier des 3 camions. Yeah! À moi maintenant de doubler M. Schmitz. Ah, tu sais, Schmitz, je vais en Allemagne moi aussi. Ouais, de découvrir par cette expérience que je fais depuis 4 ans, et je s'arrête dans 1 an, et finalement ce sera bien aussi, que même les lectures enfants, les lectures adolescentes, les lectures les plus secrètes, elles arrivent toujours à l'intérieur de soi comme quelque chose qu'on renvoie sur l'autre, comme quelque chose qu'on renvoie vers le dehors, et que le lieu le plus secret de soi-même qui est activé, c'est justement parce qu'il est activé par rapport à vous-même. Il est activé dans un mouvement de repartir vers le dehors. C'est que la lecture ne soit pas comme ça un enfoncement, un aveuglement, une impasse ou une réception ou une mise en travail où on est simplement l'objet neutre ou passif du travail, mais que c'est cette activité vers un autre, un dehors, et que c'est ce qui vous constitue précisément comme dehors à vous-même. C'est peut-être ça qui fait que j'accepte depuis 2-3 ans de lire de façon différente. Pause. De l'autoroute Tours Paris. Voilà, trop ordinaire, c'est trop lié au trajet de tout le temps. Là c'est bon, on part sur la traversée plein est. C'est un truc dont je rêvais autrefois. Un livre qui serait appelé Traversée de la France d'ouest en est. Tout de suite, il y a un changement. Une circulation beaucoup plus rare. Pour moi, ça fait partie de l'imaginaire de l'autoroute. Qu'on soit plus dans du fonctionnel. Qu'on soit
dans quelque chose suffisamment vide pour que chacun fasse sa propre route. C'est-à-dire que le petit habitacle intérieur que représente là la cabine du camion, chacun puisse la projeter aussi dans ce qui entoure. C'est le plaisir qu'on a évidemment en bien plus grand dès lors qu'on est sur les autoroutes US entre San Francisco et LA quand on descend par exemple. J'aime bien cet endroit là parce que c'est l'endroit de ce rêve qui s'appelait l'aérotrain, une espèce de petite cabine qui flottait sur coussin d'air et qui glissait sur un rail tout droit, et le rail avait été construit sur 20 km. Et là, regardez le massacre, ils l'ont coupé à droite et à gauche, un petit tracteur qui laboure pour que la nouvelle autoroute passe. C'est le seul endroit où le rail de 20 km de l'aérotrain, qui pour moi est une sorte de monument historique, attention, ça se réduit, le rail de l'aérotrain. Le truc devait aller à je sais pas combien de kilomètres heure, à faire Orléans-Paris en quelques dizaines de minutes. Ce qui est intéressant, c'est que on a comme ça, enfin celui-ci est emblématique, des vestiges qui sont des ruines, qui sont définitivement des ruines, puisque ça ne servira plus à rien, que le démolir serait beaucoup trop cher, je suppose, d'éléments d'avancée, de sauts technologiques qui appartiennent en propre à notre époque, même si ça fait déjà 40 ans, peut-être même bientôt 50, et que la nouveauté que représentait l'aérotrain, c'est sans doute une espèce de figure du futur que les gens de mon âge, quand on l'a vu apparaître, on pouvait relier à Jules Verne, on pouvait relier comme ça à des tas de figures d'anticipation ou de projection qui maintenant sont restées figées en elles-mêmes, comme quand on lit de Jules Verne les 50 millions de la Begum ou d'autres textes comme ça. Il y a toujours eu une littérature de voyage. Il y a toujours eu de l'invention dans le récit de voyage. Ça va du vieux Froissart qui passait d'un château à l'autre lentement avec son cheval et qui restait 3 semaines chaque fois en racontant ce qu'on lui avait raconté auparavant, jusqu'à Nicolas Bouvier, l'usage du monde, et puis leur petite Fiat dans le désert iranien, ou Bernard Olivier, sa longue marche, étant, ou Jean-Christophe Bailly avec le dépaysement. Pas grand chose, votre train prend le train entre Lyon et Genève, et puis il y a telle gare, et puis cette gare on s'y arrête jamais, puis cette fois-là justement on décide de s'y arrêter, on n'a rien à faire, il y a juste cette passerelle au-dessus du train, et puis le prochain qu'on reprendra dans 2 heures, et tout d'un coup émerge comme ça de la littérature. Alors là on est sur un paysage autoroutier typique. L'infiniment plat de la Beauce, on a 2 camions qui se croisent et s'ignorent, monument en rouge, monument lent, monument géométrique lent que sont les camions et leurs couleurs, vert, gris, bleu, bleu, jaune, vert, jaune, blanc, gris, bleu, pour avoir des champs de couleurs comme ça, s'il y avait un peu plus de camions. Mais là pour moi il y a de l'onirique. L'autoroute est toute droite, chacun va à sa vitesse, il y a des nombres, 121, sur 122, il y en a un tous les kilomètres. Est-ce qu'on a besoin de les regarder? Non. J'ai pas mis de GPS, j'en ai un dans le sac, il suffirait de le brancher sur la prise allume-cigare. C'est très bizarre ces GPS parce qu'ils vous disent l'heure d'arrivée, parfois à la minute près, des heures en amont du temps réel de l'arrivée. C'est-à-dire qu'on est soi-même dans un champ de prévisibilité qui est recalé.
calcule toujours, sans contrainte. Si vous décidez de prendre un autre itinéraire, si vous décidez de vous arrêter une heure de plus à Lunaire pour brancher votre ordi sur la Wi-Fi. Salut mec, je te double. C'est ça qui est fascinant dans l'autoroute aussi, il y a la répétition. Ils ont planté des arbres. J'aime beaucoup aussi, quand j'avais fait ce bouquin sur l'autoroute, ces travaux d'hydrologie, c'est-à-dire que la surface collectrice étanche qu'est l'autoroute, il faut constamment l'épuiser. Et il y a ces bassins artificiels qu'on dresse sur les côtés, qu'on creuse sur les côtés, et qui deviennent des espèces de nouveaux réceptacles. Et dans les répétitions, c'est-à-dire vous doublez un camion, et au loin, devant vous, il y a un autre camion. J'aimerais bien un jour rouler en Australie. Hein, Daniel Bourrion, il l'a fait. Ça aussi pour moi, c'est le voyage. Si un de vos copains, par exemple Daniel Bourrion, a fait tel voyage, aller rouler en Australie, hein, c'est votre imaginaire qui se dote comme ça d'un petit point d'appui pour aller un tout petit peu plus loin. C'est le camion qui va passer sur le pont. Il y aurait une troisième étape de la fatigue. Je suis parti à 8h40, il est 17h, 9 et 8, ça fait 8h, moins les 3 petites pauses. Sarrebruck 60, je suis à donc moins d'une heure de la frontière, et puis ensuite j'ai 1h30 qui me reste jusqu'à Darmstadt. Puis il y a un moment où tu sens que le corps est plus pareil, hein, la tête est dure, hein, les yeux sont durs. Tout ce qu'il y a, c'est tenir la route, et c'est la route qui fait sa loi. À gauche, à droite, qu'est-ce que tu regardes, comment tu t'orientes, où est-ce que tu avances, tu changes tes vitesses, tu fais comme ça. C'est pas automatique. Le danger, ce serait que ça devienne automatique. Mais il n'y a plus que ça, il n'y a plus de pensée à côté. La seule pensée devient maintenant, c'est tout droit et il en reste pour 2 heures. C'est une drôle de phase. Et on a besoin de ces trucs-là aussi, même quand on est dans les livres. Il y a un moment où, là par exemple, sur cette traduction de Kenneth Goldsmith, j'ai passé les 2 tiers, mais quand même, je termine le chapitre 8, il y en a 12, et c'est long quand même, ça veut dire qu'il me reste moins, les 4 derniers chapitres sont plus courts, des espèces de variations sur le thème du livre, donc j'ai pas peur, ça sera fini à peu près dans les temps, un peu de retard mais acceptable quoi. Mais de toute façon j'ai la rage pour le finir, mais à un moment donné où on sait que faut y aller au bout, c'est plus la question, et même tu crèves d'envie d'aller faire autre chose, tu crèves d'envie d'aller reprendre d'autres écritures, c'est des écritures sur toi, pas la traduction qui est être au service d'un autre, même si se mettre au service de l'autre, qu'est-ce que ça t'augmente, ça te densifie, tout ce que tu refoules même, c'est des choses sur lesquelles tu sors plus armé pour repartir. Donc il n'y a aucune hésitation intérieure, et simplement l'envie que tu as que ça reparte à côté, ça suppose juste que faut que tu finisses cette traduction. Voilà, c'est à peu près comme ça, finir la route. C'est pour ça que c'est bien aussi de réfléchir à accueillir ces sensations-là. Cette espèce de couloir là. Je sais pas où ils vont tous, mais ça arrête pas de circuler. Ouais, toujours des 57, des 57, des 57.
Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste dans mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront en ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Ô douleur, le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur. Tu sens que nous perdons, croît et se fortifie. Après tout, tous les musiciens que je connais, ils jouent du bac. Ils jouent toujours leur bac au violoncelle, au violon, au piano. Ben, nous, notre bac, c'est Baudelaire. Où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là comme ça marche pas. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Ô douleur, le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur. Du sang que nous perdons croît et se fortifie. Et en même temps, ça c'est un truc sérieux, parce que moi ça fait quand même, premier livre 82, 2017, ça fait quand même 35 ans de boulot sur la place publique, sans parler de ce qui a précédé. Et qui c'est qui te dirait, venez donc dans notre bibliothèque, venez donc dans notre bistrot, venez donc... Ah, des fois c'est arrivé à Ouessant, j'avais lu du Rabelais comme ça, juste sur la cale du port. Et ça fait des bons souvenirs. Rabelais, pendant un temps, je l'ai promené partout, à Moncton, à Tokyo, Kyoto, Copenhague. Baudelaire, non. Baudelaire, ça fait trop de tarte à la crème. Puis l'éducation nationale, c'est pas leur truc de dire. Faut en parler sérieusement de Baudelaire. Faut pas en parler comme nous, on en parle. Comme ça, c'est pas grave. Toi, t'as encore un radar là. De toute façon, avec ce gros bahut, c'est bizarre. J'ai encore le réflexe de piler quand j'aperçois le radar, alors que je suis pas avec ma bagnole, je suis avec cette espèce de gros machin de camionnette qui de toute façon est largement en dessous de la vitesse des radars. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste dans mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui
Qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront en ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Ô douleur, le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur. Du sang que nous perdons croît et se fortifie. Ce que j'aime bien chez Baudelaire, c'est que si tu le dis, non pas en 12, 2 x 6, mais que si tu le dis en 18, que si tu le dis en 24, ça te donne là des scansions pour la prose. On pourrait même arriver à trouver des scansions moindres, des scansions en impair chez Baudelaire. Ô douleur, ça marche pas. Ô douleur, le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croît et se fortifie. En fait, tu l'essayes rythmiquement comme ça sur un endroit, et après tu reprends tout le poème, 25 fois s'il faut, en essayant de garder ce découpage-là. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé ça et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées, qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour assembler les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Ô douleur, le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croît et se fortifie. Et si tu le fais à toute bringue, jusqu'à quelle vitesse tu peux augmenter dans Baudelaire sans prendre toi-même les pieds dans le tapis? Ma jeunesse ne fut... Ah non, à chaque fois, et c'est le plus dur à dire, c'est le début en fait. Ma jeunesse. Non, il est mort à 46 ans. Il fait quand même un drôle de truc par rapport à toi quand on a... Enfin, plus. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Ça ne marche pas. Presque le ralentir plutôt. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage traversé ça et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Ô douleur, le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croît et se fortifie. Ce que j'aime bien chez Baudelaire, c'est qu'il n'y a rien d'obligatoire. La fin de l'Alexandrin n'est pas un obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est l'endroit où ça te frotte dans l'intérieur du corps, comme si on te passait un archet sur la moindre sonorité, où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Ô douleur, le temps mange la vie, l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croît et se fortifie. C'est important de maîtriser les hauteurs. Si tu veux arriver à tenir la hauteur complètement flat. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Tu montes d'un ton. Traversé ça et là par de brillants soleils. Monte d'un ton. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage
monte d'un ton. Il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Et tu redescends. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve, etc., etc., etc. Et en même temps, tu peux organiser, si tu veux maîtriser ça dans le moment même où tu écris, c'est-à-dire que quand toi tu écris pour toi, que ce soit avec les oreilles que tu écrives, qu'à la fin de ta page d'écriture du matin, c'est les oreilles et les crampes, pas les crampes, parce qu'il faut que le corps soit bien, mais il faut que la fatigue physique soit celle qui existe aussi dans ce qui te hurle silencieusement aux oreilles. Et ça, tu le trouves qu'à condition de travailler des gens comme Baudelaire. Pas tout seul, toute la poésie. On peut prendre Racine, on peut prendre Agrippa d'Aubigné. Ta beauté paraît horrible entre les autres, etc. etc. Moi, je suis pas comme Proust et tout, pouvoir tout citer, tout citer, tout citer. Mais si tu veux maîtriser tes hauteurs, tu as intérêt à faire du travail dans des poésies qui t'autorisent à jouer des hauteurs. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé ça et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste dans mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées qu'il faut employer, la pelle et les râteaux, pour rassembler un œuf terres inondées, où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol, avec comme une grève, le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Oh douleur, oh douleur, le temps mange la vie et obscur ennemi qui nous ronge le cœur. Du sang que nous perdons croît et se fortifie. Oh douleur, oh douleur, oh douleur, oh douleur. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Oh douleur, oh douleur. Voilà que j'ai touché l'automne des idées. Oh douleur, et qu'il faut employer la pelle et les râteaux. Oh douleur, pour rassembler à neuf les terres inondées. Oh douleur, où l'eau creuse des trous comme des tombes. Oh douleur, où l'eau creuse des trous grands comme des tombes. Oh douleur, et qui saisit les fleurs nouvelles que je rêve. Oh douleur, trouveront en ce sol avec comme une grève. Oh douleur, le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Oh douleur, 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 oh douleur. Allez, stop, bravo.